Je vais partir ce soir de quelque chose un peu qui est, on dirait, tombé du ciel, pour aussi illustrer un peu ce qu'on a dit finalement, c'est-à-dire sur la voix. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est ma voix, il y a quelque chose, là, je vais essayer de vous parler de ça. Bien sûr, comme tout discours scientifique, hein, puisque on peut expliquer ça, parce que bien sûr, elle était un peu forcée en chantant. C'est-à-dire qu'on peut comparer ça avec ce qui se passe pour un instrument de musique et en déduire que bon, il se trouve qu'avec cette voix-là, si je me mets à chanter dans les aigus, il n'y a absolument aucun problème. Pourquoi ? Parce que la voix s'appuie sur les graves. Première chose. Mais c'est pas ça que je vais essayer de dire. Alors on peut arriver à réduire ça par des exercices, enfin non. C'est une chose, mais ça pose une autre question, je pense, que je voudrais un petit peu aborder, puisque évidemment quand j'ai annoncé le titre, je ne savais pas du tout que ça allait arriver, cette affaire. Donc ça a d'autant plus de valeur. Ou du moins, je ne savais pas que je le savais. Bon, on peut dire des choses comme ça. Et du coup, ce que je voudrais un peu soutenir ce soir, c'est la façon dont il est possible de parler de la voix et dans le cadre des discours habituels, discours scientifiques qui a fait finalement des rejetons qui est d'accord nommé discours universitaire, discours hystérique. Et puis, qu'est-ce qui est possible qu'est-ce que c'est que la voix en regard du discours analytique? Voilà. C'est ça dont je vais essayer de vous parler. À nouveau, oui, encore. Alors normalement, quand il va comme ça, on va parler fort, parce que je ne sais jamais si elle est partie, on ne sait pas où, peut-être, je sais rien, c'est pas ça. Je ne le pense pas. La voix, comme ce que Freud a nommé les objets partiels. Objet oral, objet anal, objet. Notamment ces deux-là. Bon, à ça vont s'ajouter le regard et la voix. On les aborde dans la clinique à partir de quoi? À partir du symptôme. Alors, qu'est-ce que c'est que le symptôme? Le symptôme, symptoma, étymologiquement, ce qui tombe, toma, tosis en grec, c'est ce qui tombe. Le fait de tomber, sun avec. Donc ça, c'est une histoire de deux symptômes. Dans une logique. Et ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que tout dépend du 3. Du 3. Mais pas du 3 au sens ordinal. Premier, deuxième, troisième. Ça, c'est l'ordre ordinal. C'est-à-dire que, pour parler du 3, et c'est comme ça que Lacan avance, il fait référence à Cantor, à la théorie des ensembles, au nombre infini, c'est-à-dire que
on pourrait dire que le symptôme, c'est ce qui, du 3, choix comme 2. On n'est pas dans le sens du tout, là. On n'est pas dans le symptôme, ça veut dire ça. On n'est même pas dans le refoulé. On n'est même pas dans le refoulé qui serait, au sens freudien du terme. Ça n'est pas non plus faux en tant que tel, hein. Mais c'est pas de ça dont il s'agit quand même. La preuve, c'est que lorsque le refoulé a été, comme on dit, levé, même si le symptôme disparaît, ça c'est la découverte de Freud, ça va réapparaître sous ce même symptôme ou sous un autre. C'est-à-dire que dans cette perspective-là, on a l'idée que le symptôme est lié à du sens, à du signifié. Il faudrait trouver la scène particulière où a été dit quelque chose, etc. Et on est tous là-dedans, on est tous passés par là. On y est plus ou moins encore. En fait, il est plus vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire, hein, la vérité relève de ce qui échappe au dit, ça ne peut que se mi-dire. Ce qui est plus vrai, c'est que ce qui peut dénouer le symptôme, que c'est un nœud particulier, un nœud serré, si on veut prendre cette métaphore-là, ce qui peut dénouer le symptôme, c'est un nœud qui vient fonctionner au niveau de la chaîne signifiante, mais ce n'est pas le nœud broméen, hein, quand parle Lacan, ce n'est pas un coinçage particulier, ce n'est pas une tension. Ce qui peut permettre donc de comment dire, on ne peut pas dire de faire disparaître, parce que c'est pas comme ça, de répondre autrement par le symptôme, parce que c'est ça, c'est le symptôme, c'est une réponse à quelque chose. C'est le fait que la chaîne signifiante fonctionne dans cette grande énigme que Lacan a appelée le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Voilà. Autre façon de formuler ça, et on est dans le discours, on n'est pas dans les causeries, ni dans l'histoire, dans les faits. Autre façon de formuler ça, c'est aussi une autre formule, parler de la signifiance. C'est-à-dire que ce qui échappe à la pensée, échappe à la pensée. Parce que la pensée ne peut pas maîtriser. Puisque le but de la pensée, c'est de maîtriser. Hein, c'est de s'appuyer sur quelque chose. Et puis finalement, toute la philosophie, notamment depuis, on peut à peu près aller, c'est-à-dire, puisqu'on a quand même quelques écrits, c'est Aristote, qui faisait quand même quelque chose qui est sans doute pas les commentaires qui sont nombreux, qui ont été définis depuis, notamment dans un ouvrage particulier qui s'appelle l'Organon, où, pour avancer, il prend des lettres, alpha, bêta, gamma. Il ne prend pas du tout du sens. Hein, et il part sur l'importance de 3 lettres qui vont se combiner d'une certaine façon, hein, qui vont permuter d'une certaine manière. Donc, il avait bien perçu quelque chose de ce qui est en jeu, qui va être pris après, pas vraiment par Freud, mais par Lacan. Puisque Lacan va dire que l'espace de l'être parlant est trine, il y a 3 dimensions, c'est le réel, le symbolique et l'imaginaire. Donc, si on va un peu avancer par rapport à la voix, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand le son qui est produit, c'est ça pour moi tout à fait énigmatique, parce
parce que dans les aigus ça sort tout à fait bien. Quand le son est produit, peut-on dire, c'est une question, peut-on dire qu'à ce moment-là, le nouage des 3 dimensions existe? C'est pas bête du tout. Alors pourquoi, lorsque on descend dans le registre, et même corde vocale, la même voix, le même appareil physiologique, ne permet pas que le nœud particulier qui constitue ce qu'on entend, le son, puisse avoir lieu? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique. Alors on va l'expliquer scientifiquement en disant que les cordes, etc., suivant qu'on monte, elles sont plus ou moins grandes, etc., pour expliquer le son. Sans doute ça s'explique, mais néanmoins il reste quelque chose qui fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement on est dirigé. C'est-à-dire que le titre que j'ai donné, l'expérience du chant lyrique, peut-il écrire un savoir nouveau de l'être parlant? Oui, il s'agit d'écrire, hein, et écrire ça se fait avec des lettres, ça se fait pas avec du sens. Le peu, c'est quelque chose qui est d'ordre possible, et là où j'en suis, je dirais que ce qui s'écrit, c'est l'apparition de quelque chose. Alors là, on est obligé d'introduire, on est plutôt l'obligé de quelque chose qui s'appelle la jouissance, le rapport à la jouissance. C'est-à-dire le corps. C'est-à-dire que dès qu'on parle du corps, chez l'être parlant, donc je laisse de côté le discours scientifique, celui de la médecine, de la psychologie, de la physiologie, de l'anthropologie, enfin tous ceux qui se basent sur le corps tel qu'il apparaît dans le champ du visible, avec des techniques plus ou moins perfectionnées, je laisse de côté, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'il y a autre chose que ce corps-là, tel qu'il peut être défini, délimité, exploré. Il y a autre chose, on pourrait dire calculé, il y a évalué, il y a autre chose qui est l'incalculable et l'invaluable, qui est le corps comme quoi? Comme quelque chose, c'est la formulation de Lacan, comme quelque chose qui se jouit, qui jouit de lui-même, quelque chose qui se jouit. Et sans doute on peut dire que dans le symptôme, et ça c'est vraiment le niveau peut-être le plus élémentaire, le plus simple, dans la souffrance, il y a quelque chose qui a à voir avec la jouissance. Mais il faudrait l'explorer toujours pareil en regard des 3 registres, réel, symbolique, imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette contingence, ce moment particulier, parce que ça peut être qu'une contingence, et c'est une contingence qui advient du fait que là, ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est-à-dire finalement ce qui est sous la direction de la pensée, cesse, donc quand la pensée cesse, qu'est-ce qui fait qu'il peut, du fait que quelque chose qui ne cessait pas de s'écrire, s'écrit, c'est la contingence, mais s'écrit pas du tout du côté du sens. C'est une écriture que, par exemple, Lacan va proposer comme une barre sur le grand A. C'est ça, l'écriture. Lacan se réfère en permanence aux mathématiques, à l'écriture mathématique. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une formalisation qui prend en compte, justement, parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de sens, notamment les mathématiques telles qu'elles vont apparaître à la fin du XIXe siècle. C'est une succession de lettres.
qui ont une logique qui s'enchaîne. Alors, est-ce que ça veut dire que l'être parlant fonctionne de la même façon? Vous voyez qu'on est complètement décentré par rapport à tout ce qu'on peut entendre habituellement comme discours, comme élément habituel, et tout ce qui est en jeu dans la dimension de la vie sociale. Puisque dans la vie sociale, il s'agit de savoir jusqu'où on peut aller, si c'est vrai, si c'est faux, si... J'ai entendu toutes sortes de choses à propos du déni de grossesse, par exemple. On est bien ennuyé parce que... Donc, dès que le code qui régit la société, parce qu'il y a un code évidemment, un code qui est défini avec des règles, dès que alors il avait des règles de quoi? Le comportement. Finalement, le behaviorisme, c'est de la psychologie, tout simplement. C'est pas autre chose, c'est pas bête. Ça veut dire qu'on évalue quelqu'un à partir de la fin, c'est-à-dire des effets qu'il va faire, de ce qu'il va faire. On va dire, voilà, il est comme ça parce qu'il a fait ça. Alors, on est tous comme ça, plus ou moins, quand même. Il faut quand même être un petit peu plus sérieux pour se dire que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, chez l'être parlant, ça marche chez l'animal, on est d'accord. Bon, si on part de l'idée qu'on est un animal parlant, c'est quand même autre chose qui est en jeu. Il faut faire remarquer qu'un animal ne change pas, au sens de ce que j'essaie de dire. Donc, il y a quelque chose du côté du symptôme qui ne cesse de s'écrire. Vous savez que, sans doute, que du côté du champ lyrique, si on ne fait pas attention à la voix, très rapidement, plus ou moins rapidement, il va y avoir quelque chose qu'on peut appeler un retour qui va se traduire par le fait qu'il va y avoir ça peut se passer aussi évidemment chez les gens qui parlent, la présence de nodosité, de nœud, c'est le cas de dire, un nœud dans le réel, un nodule, qui va apparaître sur le larynx. Et qu'à un moment, l'appareil, on va dire physiologique, ne peut plus fonctionner. Mais c'est pas ça que je voudrais, parce que ça on trouve ça partout. C'est pas ça que je voudrais surtout interroger à partir de cette question de qu'est-ce que c'est qu'un être parlant, qu'est-ce que c'est que l'expérience du champ lyrique. Là où j'en suis, je vais en parler dans une semaine, vendredi prochain à Milan, dans une conférence. Là où j'en suis, moi je dirais que alors je me base bien sûr sur un témoignage, le mien, c'est que ce qui m'a mordu à un moment, ce qui m'a envahi par rapport à cette question-là, donc ce qui m'a poussé à ne pas pouvoir faire autrement que faire comme ça, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est un après-coup de mon analyse et de ma pratique. Alors, je vais en dire un mot. C'est-à-dire on pourrait dire que dans une psychanalyse, ce que je vous dis, c'est pas du tout classique, c'est complètement baroque. Dans une psychanalyse, il y a quelque chose qui est abordé. Bon. Et que le grand truc du psychanalyse, c'est ils ont fait un colloque là-dessus, international. Qu'est-ce qu'il est possible d'attendre, et même fois, même le mot espérer, c'est bien un peu scabreux. Qu'est-ce qu'il est possible d'attendre d'une psychanalyse? C'est normal d'avoir cette question-là au départ. Est-ce que c'est la question d'arriver? Ça, c'est autre chose.
Eh bien, juste avant de mourir, quelques années avant de mourir, on est fin 78, Lacan, c'est à l'ouverture de Vincennes, de la section de Vincennes, il introduit les choses de façon radicale. Il dit à peu près ceci, je paraphrase évidemment. Freud a parlé de l'enseignement. Et il a parlé de l'enseignement de telle façon que l'analyste va pouvoir enseigner quelque chose à partir de sa propre psychanalyse. Donc c'est pas ce qu'il va trouver dans les livres. De sa propre psychanalyse. Et alors là, il ajoute, il développe les choses, d'accord ? Il ajoute, pour autant que la question n'est pas de savoir à quoi servir la psychanalyse, une psychanalyse, mais, il faut bien entendre ça, de quoi elle s'est servie. Quand on est dans l'analyse, on ne peut pas savoir tout. Je parle de l'analyse. Je crois que l'expérience de la phase que Lacan voulait essayer de mettre en place, ça servait à ça. Alors, vous remarquez bien qu'il y a le mot servir, c'est-à-dire que c'est la question de l'utile, qui est en permanence, ceci depuis les stoïciens, c'est-à-dire 350 avant Jésus-Christ, il y a la question du rapport entre l'utile, outil en latin, l'utile et la jouissance. Et il y a un mot français qui condense ça, c'est l'usufruit. L'usufruit, ça veut dire que si vous jouissez de quelque chose qui ne vous appartient pas par définition, puisque vous en avez, comme on dit de la jouissance dans votre vie, vous en avez l'usage, mais pas la propriété, eh bien, il ne faut pas trop faire d'excès parce que de toute façon, ça va pas, ce ne sera pas possible. Il y a une justice qui va réglementer ça. Alors, une des questions primordiales, voilà, tiens, une des questions primordiales, justement, qui est en jeu dans une analyse, me semble-t-il, moi, il m'a fallu du temps. Il y en a qui sont vraiment loin de ça. C'est pas destitution du jus de Gérard, etc. C'est des formules, tout ça. C'est des bulles. Eh bien, est-ce que ça va changer quelque chose chez celui qui vient parler pendant des années, et pour ça c'est en parlant, parce qu'en parlant d'une certaine façon on chante, et en chantant on parle, mais qu'est-ce que c'est que parler quand on chante? Ça c'est la vraie question. Eh bien, ce qui est en jeu c'est ça, de quoi elle s'est servie. Dans quelle mesure ce dont elle s'est servie va conduire à ce rapport à la jouissance, un nouveau rapport à la jouissance, c'est-à-dire à un autre mode de jouir que celui de la répétition. Puisque habituellement, on est sur une ligne horizontale, c'est la métaphore du viator chrétien, qu'on soit chrétien ou pas, ça ne change rien. On est sur une ligne horizontale de la naissance à la mort. Et qui est prévu chez les chrétiens, c'est qu'après, tout ça, ça sert qu'à une seule chose, c'est qu'après il y aura la vie éternelle. Où aura lieu la jouissance. Donc l'utile, c'est l'avoir. C'est la vie terrestre. Ça donne quand même à penser que peut-être que ce montage-là, comme au cinéma, il pourrait peut-être être monté autrement, et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'attendre la mort pour accéder à un autre mode de jouissance, c'est-à-dire pour que le mode du jouir conduise ailleurs. Et bien ça me fait d'emblée accrocher l'histoire de la voix, ce qui travaille actuellement, là je pense, ce qui fait qu'il y a cette espèce de truc, je ne sais pas comment, là, qui patauge là-dedans. Alors,
quand je parle, je suppose que c'est lié au fait que, du fait que, je ne sais pas quoi, je ne peux pas dire quoi, il en résulte que, elle ne peut pas trouver sa place pour le moment dans les graves. Voilà. Elle ne la trouve, c'est qu'on peut entendre la voix, je dirais, de façon satisfaisante, que quand on touche à ce qui est au cœur de la voix de celui qui parle, en l'occurrence moi qui chante en haut, qui suis ténor, si je me mets à chanter en haut, à ce moment-là, les harmoniques apparaissent. Si j'étais baryton, je ne serais pas comme ça. Si j'étais basse, je n'aurais pas ce problème-là. En fait, je ne crois pas. Enfin, je ne peux pas le dire parce que je ne le suis pas. Mais, vous voyez qu'il y a au sein même de la parole, c'est quand même de ça dont on parle, quelque chose d'énigmatique qui échappe à toutes les, bon, je vais dire un mot un peu folâtrerie, tout ce qu'on voudra, qui sont très intéressantes, c'est pas le problème, hein, mais qui restent très limités sur du mécanique, donc auquel on a recours, parce qu'il faut bien quand même aller examiner les cordes vocales pour voir s'il n'y a rien, etc. On est d'accord là-dessus. Mais ce qui est en jeu, en fait, par le biais de ça, je ne sais même plus trop comment on peut l'appeler, c'est le fait qu'il y a un certain mode du jouir qui s'entend. Qui s'entend. Et bon, c'est effectivement pour ça qu'on pense qu'on va à l'opéra ou qu'on vient écouter quelqu'un. Parce que ce qui fait que vous êtes là m'écouter, c'est pas forcément ce que je suis en train de raconter. C'est qu'il y a quelque chose là d'insaisissable, une certaine scansion qui fonctionne, qui vous touche au un par un. Ils vont parler. De même qu'on ne chante pas une masse, hein, même s'il y a 1500 personnes à Bastille, c'est pas 1500 personnes, c'est au un par un. Ça se passe entre celui qui chante, en l'occurrence, et puis tel ou tel ou tel, ce qui fait qu'il n'y en a que quelques-uns qui vont entendre quelque chose. C'est pas l'universel. Ça ne peut pas être universel. Et ça ne veut pas dire du tout que ce soit ça qui soit retenu habituellement pour avoir du succès. Non. Ça n'existe pas non plus. Hein. Donc, j'en reviens à cette énigme qui est celle de la voix, à ce qui est en jeu comme objet cause du désir, et je sais comme ça que c'est appelé par Lacan, objet petit a, en position d'agent dans le discours analytique, et au fait que la voix, on pourrait écrire L'' A, V, O, I, X, pour bien montrer que c'est pas du tout la voix au sens du discours scientifique, c'est-à-dire les analyses scientifiques très précises des fréquences, etc., de ce monde-là, qui sont tout à fait intéressantes, mais c'est pas de ça dont je parle. J'essaie de parler d'autre chose. Eh bien, la voix serait, dans les meilleurs cas, ce moment, Lacan parle de scansion. C'est pas du tout le son au sens du sonore, hein. Ça c'est la voix scientifique. Serait un moment, une scansion, où les harmoniques qui apparaissent, à ce moment-là, je l'appelle l'arborescence des harmoniques, est tellement riche qu'il va y avoir une sorte de tissage, de tressage entre les harmoniques, et que ça va être ce qu'on peut appeler un nœud broméen, un nœud
Mais ce n'est pas un nœud serré au sens du symptôme. Et c'est ça qui s'entend. Et je dirais que, là où j'en suis maintenant, je ne sais pas ce que je dirais dans un an ou dans 6 mois, mais je dirais que ce moment particulier, quand il advient, fait de nous des égarés. Nous sommes égarés parce que nous ne sommes plus du tout dans le monde habituel, le monde sonore. D'une part, et nous sommes égarés parce qu'à ce moment-là, nous touchons du doigt. Alors, je vais redire ça parce que qu'avec Lacan on appelle l'autre, grand A, c'est-à-dire l'autre sexe. À quoi nous n'avons pas accès, ce qui lui fait dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Parce qu'il est évident dans ce mythe-là du péché originel, hein, que finalement, bien sûr, on n'a pas appris comme ça, on n'a pas transmis comme ça. On pourrait dire que la pomme, c'est la preuve que Adam ne sait pas quoi faire d'Ève, et vice-versa. Et notamment, Adam ne sait pas quoi faire d'Ève. Si on sort de la culpabilité et de la faute et de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire le discours scientifique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le discours scientifique, qui vient recouvrir cette dimension de l'autre, qui est insaisissable, qui est le champ du signifiant, qui est ce que j'essaie de dire, ce qui s'entend. Et c'est pour ça qu'il est riche, ce mythe particulier, et qu'on peut dire que finalement, toutes les fautes renvoient toujours à la première faute, c'est-à-dire à la faute originelle. Toutes les fautes, quelles qu'elles soient, en fait. C'est pour ça qu'il est originel, à l'origine. Alors, je vais encore dire un mot sur ceci. Oui. Ce que je peux dire, c'est que il me semble qu'une analyse, c'est pour ça que c'est important la psychanalyse, hein, c'est pas pour changer sa propre conception du monde. Comme je le disais, finalement, on n'arrête pas de ne pas pouvoir prendre en compte cette altérité, c'est-à-dire cet autre sexe. Là, quand je parle de l'autre sexe, évidemment, ça n'a rien à voir avec tout à côté, il y a les hommes, puis l'autre sexe, c'est les femmes. C'est pas de ça dont il s'agit, hein. C'est le sexe en regard du fait que nous sommes des êtres parlants. Je vais beaucoup parler, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je n'ai pas le temps. On touche à cet autre sexe par le biais de la jouissance. C'est-à-dire que cette impossibilité du rapport sexuel, puisque justement, on n'a pas accès à l'autre sexe, donc une impossibilité du rapport sexuel. Je ne parle pas de baiser, là. Un homme peut toujours trouver une femme, et puis il arrive à toutes sortes de choses avec ça, c'est autre chose. Je parle du discours analytique. Et donc, en même temps, je parle de l'inconscient. On ne peut pas parler de l'inconscient en dehors de ce que je suis en train de vous expliquer, à mon avis. Sinon, on imaginarise l'inconscient. Donc, c'est pas l'inconscient. C'est de l'inconscient scientificisé, ou humanisé, ou humanitarisé. Hein, faut plus comme ça. Humani-militarisé. Puis on est militant. Voilà. Alors, l'important, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dirige. C'est ça qu'on trouve quand même un peu quand on fait une analyse. Mais ce qu'on ne sait pas qu'on va trouver, c'est que pour sortir de ça, il faut que on touche du doigt, soit touché du doigt. Enfin, je dis on, parce que comme ça au moins on ne sait pas ce que c'est. On touche du doigt le fait qu'il y a quelque chose auquel on a accès, mais un tout petit peu. C'est pour ça que Lacan parle du plus de jouir, qui est aussi bien le plus de jouir. Il fait référence à la plus-value de Marx.
Et Freud, étonnamment, je l'ai déjà parlé, parle de ça dans un texte de 1922, et Freud parle en allemand Lustgewinn, c'est-à-dire un gain, Gewinn, ça veut dire gagner, hein. Lust, ça veut dire plaisir, c'est très compliqué le mot plaisir. De toute façon, c'est pas le plaisir. Hein. Mais Freud a touché du doigt à ce truc-là au moment où finalement il a essayé de toucher aux limites de l'interprétation. C'est-à-dire que ça, ce dont j'essaie de parler, c'est au-delà de l'interprétation. On est au-delà, il y a des limites à l'interprétation. Et ces limites à l'interprétation, ce qui est logique, puisque la limite, ce serait qu'on est dans un champ, on va comprendre quelque chose, mais ce qui est limité par ces limites, c'est le fait qu'on ne touche pas à quelque chose qui ne peut pas rentrer dans ces limites. C'est-à-dire que quand on parle, il y a quelque chose de ce mode de rapport à la jouissance qui est engagé. Et, depuis 4 siècles, de plus, tout ce qui s'est passé en gros depuis Descartes, tout le développement scientifique, a visé de par l'importance de comprendre, d'évaluer, etc. Et Dieu sait si on est dedans, toutes ces techniques-là, habituelles, a visé à forclore le rapport à la jouissance. Autrement dit, les Romains, ils étaient bien plus malins que nous dans le rapport à la jouissance. C'est ça que ça veut dire. Moyen-Âge, je ne sais pas trop. Enfin, Moyen-Âge, on recommande avec des choses qu'il faut peut-être un peu étudier l'amour courtois. Mais il y a quelque chose, alors, si on veut le faire un petit peu comme ça pour repérer, on peut dire que le christianisme, c'est ce qui a arrêté tout ça. Le christianisme a réussi, sans doute, parce qu'il est venu limiter ce quelque chose qui est insupportable, puisqu'on ne peut pas le calculer. Une société ne peut pas vivre là-dedans, c'est pas possible. Pas possible. Le capitalisme, pareil, je veux dire, les extrêmes de droite ou de gauche, pareil. Il faut quand même bien qu'on puisse calculer quelque chose. Il faut quand même bien qu'on sache ce qu'on est en train de dire. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on dit et qu'on touche à la jouissance. On ne sait pas. Vraiment, c'est pas pensable. C'est plutôt après, quelque chose pourra peut-être en être dit. Et c'est une expérience, effectivement, c'est une expérience qui ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la portée de tout le monde, du tout, de l'universel. C'est-à-dire de ce savoir masculin, qu'on soit sous la bannière homme ou femme, on est dans le savoir masculin, ce que Lacan parle, et que philoïde, c'est-à-dire la fonction phallique, et que qu'on soit homme ou femme à l'état civil, on peut tout à fait se mettre sous la bannière du féminin, et c'est de ça dont il s'agit, de ce que j'ai essayé de dire là. L'importance de se mettre sous la bannière du féminin, c'est quelque chose qui n'est pas durable, un instant, un effet de discours, la contingence, qui, quand il advient, s'il peut advenir, je dis que ce n'est pas la portée de tout le monde, s'il peut advenir, c'est toute cette question du pas tout dans la fonction phallique. Lacan a écrit avec une formule quantique des canteurs de l'existence, je ne vais pas l'écrire. Mais toujours pareil, c'est une écriture, je dirais comme ce qui est au cœur du chant lyrique. Je prends le chant lyrique parce que c'est ce que je connais. Je ne peux pas en parler du jazz, je ne connais pas bien ça. Alors je ne sais pas. Eh bien, ce qui est au cœur de l'être parlant qui apparaît dans la parole et dans cette parole particulière qui est liée au fait de chanter, c'est ça qui peut apparaître dans une psychanalyse, et c'est sans doute ça qui est mis au travail chez ceux qui, un jour, ont été envahis par cette question-là. Voilà, je m'arrête là.